Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, lors de mon dernier édito, je vous ai présenté le contexte politique et social dans lequel s'est inscrite la grève générale lancée par l'intersyndicale dès le 12 février 1974 et qui a conduit aux événements de Chalvet. Car il me paraît absolument nécessaire de comprendre que la grève des ouvriers agricoles de la banane n'était pas un fait isolé, mais s'inscrivait dans tout un ensemble de mouvements sociaux qui avaient débuté bien avant, dès 1973 et même dès 1971, y compris au niveau de la jeunesse lycéenne qui prenait une part active aux luttes et tenait sa place dans les manifestations. Depuis juillet 1972 jusqu'en mai 1974, date de l'élection de Giscard d'Estaing à la présidence de la République, le Premier ministre de la France est Pierre Messmer, une vieille connaissance de la France coloniale. Directeur de cabinet de Gaston Defferre en 1956, puis haut-commissaire de la République au Cameroun, il dirigea une offensive contre les indépendantistes de l'Union des populations du Cameroun en généralisant la torture à l'égard des suspects et en faisant des milliers de morts. Muni d'un tel palmarès, Pierre Messmer a occupé les fonctions de ministre des Armées de 1960 à 1968 et donc de ministre des Gendarmes, qui sont des militaires. À ce titre, il autorisa dans les années 60 et au début des années 70 la formation des militaires sud-américains par des officiers français aux diverses techniques de contre-insurrection expérimentées en Algérie, ainsi que de lutte contre les mouvements révolutionnaires ou clandestins. C'était ce que l'on a appelé par la suite les premiers escadrons de la mort. Ensuite, Pierre Messmer fut ministre d'État, chargé des départements et territoires d'outre-mer du 25 février 1971 au 5 juillet 1972. Hasard du calendrier, Pierre Messmer, Premier ministre, préside le Conseil des ministres du 14 février 1973, jour de la mort d'Ilmani, en remplacement de Georges Pompidou, malade. Quand je dis que Pierre Messmer est une vieille connaissance, ce n'est pas seulement parce qu'il a été ministre des Dom-Tom. C'est aussi parce qu'il avait déjà un mort à son actif en Martinique. Voyez plutôt. Nous sommes le jeudi 13 mai 1971 et Pierre Messmer est en visite officielle en Martinique depuis 24 heures, après être passé en Guadeloupe. Il est accompagné notamment d'un dénommé Michel Goulmoun, secrétaire général des DOM, qui connaît très bien la Martinique pour y avoir été préfet de 1960 à 1963. C'est lui qui a tenté d'expulser en 1961 4 fonctionnaires communistes martiniquais, Armand Nicolas, Guy Dufont, Georges Mauvois et Walter Guiteau, jugés trop activistes. Ils ont tous les 4 perdu leur emploi en refusant de quitter leur pays, sacrifiant au passage leur propre famille. C'est aussi lui, le préfet Michel Goulmoun, qui avait porté le fer contre l'OJAM, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, en février 1963, en jetant en prison 18 jeunes incriminés pour avoir rédigé un manifeste intitulé « Pour une Martinique martiniquaise », en étant bien entendu applaudi par la droite. Ce jour-là, les manifestations organisées
à l'appel des syndicats et partis politiques à Fort-de-France sont terminés depuis 14 heures environ. Nous sommes donc le jeudi 13. Nous sommes donc par conséquent en 71. Et donc, passe près du magasin Prise Unique un camion de gendarmes mobiles. À cet endroit, il n'y a aucune agitation. Un groupe de jeunes s'y trouve. Un des gardes mobiles ne trouve rien de mieux à faire que de tirer une grenade lacrymogène qui atteint un des jeunes, Gérard Nouvet, en pleine tête. Gérard Nouvet, 18 ans, élève en terminale C scientifique au lycée Schellcher, a eu le tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un environnement où rien ne pouvait justifier le jet d'une grenade lacrymogène. Il a été tué comme ça, gratuitement. L'auteur de ce meurtre, un garde mobile, perché sous son camion en patrouille, est resté impuni. Feu maître Camille Darcière, avocat de la famille Nouvet, a pu affirmer que le dossier le plus injuste auquel il a été confronté était pour lui sans conteste la mort de Gérard Nouvet. Aujourd'hui, 53 ans plus tard, la justice ne sera jamais passée dans cette affaire, alors que les autorités militaires pouvaient savoir aisément qui était l'auteur de cet acte criminel gratuit parmi tous les gardes mobiles qui se trouvaient dans ce camion militaire d'où la grenade a été lancée. Mais revenons aux événements de Chalvet. Que sait-on exactement? Depuis la mi-73, l'agitation avait gagné les plantations de bananes et plusieurs conflits localisés autour du paiement des congés payés, au Marigot par exemple, avaient permis d'obtenir satisfaction. En effet, les patrons de la banane rechignaient à payer les congés payés aux travailleurs. Dans la canne, sans faire une seule journée de grève, les ouvriers agricoles avaient obtenu une augmentation de leur rémunération journalière à 35 francs 46. Dans la banane, les revendications différaient d'une habitation à l'autre, notamment sur les salaires. Et si celle de 35 francs 46 existait, comme dans la canne, une assemblée générale tenue au Lorrain en avril 1973 l'avait portée à 50 francs. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence de revendication unitaire. D'abord, la forte réduction qu'avait connue l'économie sucrière et aumière, partiellement remplacée par l'exploitation bananière, avait entraîné la baisse des effectifs de l'agriculture. D'autant plus que la canne à sucre est une activité essentiellement saisonnière. Les 2/3 de la masse salariale étant versée en 5 mois, de février à juin. À l'époque, on disait qu'il fallait un ouvrier par hectare de bananes et bien plus s'agissant de la canne. Le passage de la canne à la banane avait donc contribué à la diminution des effectifs. Ensuite, l'implantation syndicale dans le secteur de la banane était à la fois plus faible et plus récente que dans le secteur de la canne. D'autant plus que chaque habitation gérait les questions sociales de manière pouvant être différente de l'une à l'autre. Cette faiblesse était due au fait qu'à la moindre tentative d'implantation d'une section syndicale, leurs auteurs pouvaient se retrouver du jour au lendemain, une main devant, une main derrière. Enfin, si traditionnellement le mouvement syndical alimentait en cadre ouvrier aguerri les mouvements politiques, notamment la Fédération communiste puis le Parti communiste martiniquais, cela était de moins en moins le cas. C'était même l'inverse, puisque de plus en plus, des militants politiques exerçant une activité professionnelle dans d'autres secteurs
en particulier dans la fonction publique, parcouraient les habitations afin d'organiser les ouvriers agricoles et établir des plateformes de revendication. C'était ce que faisaient les militants du groupe Révolution Socialiste, GRS, qui existe toujours d'ailleurs, du groupe d'action prolétarien, le GAP, qui a disparu, du groupe Septembre 70, lui aussi a disparu, du Rassemblement de Saint-Joseph et des Marronneurs. Tout cela peut expliquer le manque d'homogénéité des revendications, chacun de ces groupes étant concurrent et parfois même violemment opposés. Les ouvriers agricoles comprenaient-ils ce qui distinguait tel groupe de tel autre, tel courant de tel autre? Il est permis d'en douter. Un témoin, non des événements de Chalvet, proprement dit, mais de la division syndicale, s'est exprimé en 2004, 30 ans après les événements, dans une interview exclusive donnée à l'hebdomadaire Antilla sous le titre « Un autre regard ». Cette interview est signée ADV. Il s'agit du père Yves Lequéré, curé des paroisses d'Ajoupa-Bouillon et du Lorrain à l'époque, et qui, comme son prédécesseur, accordait aux syndicats agricoles, et en particulier aux dirigeants de la CGTM, une salle pouvant contenir jusqu'à 250 personnes. Le maire du Lorrain, en effet, Joseph Pernoc, en principe socialiste, et dont le nom a été donné au lycée se trouvant dans cette commune, refusait catégoriquement de tout prêt de salle. En février 2004, par conséquent, 30 ans après, le père Yves Lequéré s'exprime. Fin novembre 1973, dit-il, j'ai une demande de la CGTM pour une réunion conduite par M. Victor Lameau. Je donne mon accord. La réunion s'est passée un dimanche matin, très bien, dans le calme. Pourtant, ça n'allait plus tellement au niveau des ouvriers agricoles de la banane, particulièrement mal payés. C'est le père Yves Lequéré qui parle. Au mois de janvier, le 2 janvier, 2 femmes d'Ajoupa-Bouillon me demandent la salle pour une réunion en faveur des ouvriers agricoles. Je donne une nouvelle fois mon accord. 4 à 5 jours après, je reçois la visite d'un petit groupe de personnes qui viennent me dire « Comment ça? Vous avez prêté la salle à ces gens-là? Ce sont des révolutionnaires, ils n'ont rien à voir avec la banane. Ce sont des intellectuels de Fort-de-France. Ils veulent foutre la pagaille, etc. Il faut que vous supprimiez cette réunion. » Le père Yves Lequéré répond « Je ne suis pas d'accord pour revenir sur ma décision. » On lui dit alors « Ah, vous allez voir, ça va chauffer. Si c'est comme ça, vous allez regretter. » Et puis, dit le père Lequéré, en réfléchissant, je m'aperçois que les 2 dames en question étaient 2 employés municipaux d'Ajoupa-Bouillon. Le jour de la réunion, un samedi matin, en janvier 1974, je vois un barrage au bas du petit morne qui monte de l'église au presbytère, empêchant les gens d'entrer au presbytère où se tenait la réunion. C'étaient des militants de la CGTM qui barraient le chemin, passant par la porte du jardin demeurée ouverte. Ceux qui avaient demandé la salle s'y installent. S'en apercevant, les militants de la CGTM se sont mis au fond de la salle. La réunion commence. Les disputes aussi. Le père Yves Lequéré décide de tenter de les raisonner. Et il s'aperçoit qu'effectivement, le groupe n'avait pas l'air d'être des ouvriers agricoles. C'était plutôt des intellectuels. Je leur dis, il faut vous mettre d'accord. D'ailleurs, si je vous ai prêté la salle, c'est pour une réunion, pas pour une désunion. Alors, je demande, qui a sa carte syndicale? Ceux du fond de la CGTM m'amènent leur carte syndicale. Ceux installés devant
n'avaient pas de corde syndicale. J'ai tout noté dans le journal paroissial du Lorrain. On voit bien que la division syndicale était profonde. Toujours est-il qu'en dépit des obstacles, la grève des ouvriers agricoles était d'ampleur. Ces derniers étaient organisés en comité de grève, passaient d'une habitation à l'autre pour entraîner leurs camarades et les débaucher. Le 12 février, la grève générale démarre. Le préfet de la Martinique, Christian Orsetti, ne s'y était pas trompé. Depuis le 8 janvier 1974, un escadron de gardes mobiles était arrivé en Martinique. Ces 5 pelotons, soit au total 120 hommes. Pour éviter toute contestation, je vais utiliser le rapport du général Collin du 14 février 1974, publié à l'époque par l'hebdomadaire du groupe Révolution socialiste, en date du 10 mars 1974. Le 2 février, dit le général Collin, l'emploi de la force est requis par le préfet pour, vous devinez, assurer la liberté du travail. Cela veut dire à la demande des patrons. Ces pelotons interviennent dès le 13 février, au motif que des actions étaient menées contre des commerçants de Fort-de-France de qui on exigeait qu'ils baissent le rideau de leurs magasins. Le 14, un dispositif particulier est mis en place dans le Nord Atlantique, toujours pour assurer la liberté du travail. À la demande de qui, précisément? C'est une question qu'on se pose. Vers 10 heures du matin, au Lorrain, au lieu-dit Font-Brûlé, le peloton mobile numéro 24 intervient contre une centaine de manifestants utilisant la totalité des grenades lacrymogènes disponibles. Le peloton mobile numéro 24 demande des renforts à 12h45. Le commandant de la compagnie de Trinité survole la région Basse-Pointe-Lorrain en hélicoptère. Apercevant une concentration de manifestants se dirigeant vers l'habitation Chalvet, 2 pelotons de gendarmes mobiles sont dépêchés sur place. L'un sur l'habitation Chalvet sous les ordres du lieutenant Meunier, l'autre sous les ordres de l'adjudant-chef Frappier, il fallait l'inventer, à proximité des grévistes. Les heurts éclatent et 2 gendarmes sont blessés, dont l'un gravement, la main ou le bras ayant été sectionné. Le tir est alors commandé et 33 cartouches sont tirées, 8 par un pistolet automatique et 25 par les fusils. L'auteur du tir de pistolet automatique n'est autre que l'adjudant-chef Frappier qui commande le peloton et qui aurait fait usage de son arme après avoir été blessé. On dénomme chez les manifestants un mort, Renoir Ilmani, 54 ans, et 4 blessés dont 2 graves. Guy Crétinoir, 30 ans, ouvrier agricole, Gustave Rastock, lui aussi ouvrier agricole, Robert Cyril, ouvrier agricole, François Rosas, enseignant. Chez les gendarmes mobiles, le rapport du général Collin indique 2 blessés, le gendarme Roger Paty et le maréchal des logis-chefs André Chanier. Curieusement, ce rapport oublie avoir écrit quelques lignes plus haut que l'adjudant-chef Frappier qui commandait le peloton avait été blessé, d'autant que c'est parce qu'il avait été blessé qu'il avait ouvert le feu. Alors, c'est 2 ou 3 blessés parmi les gendarmes. On ne le sait pas, mais c'est étonnant, cette imprécision. D'autres ouvriers agricoles ont pu se sauver tout en étant blessés. Le cas d'un ouvrier agricole blessé et soigné par le docteur Itifier m'a été signalé. Il y a pu en avoir d'autres. Finalement, beaucoup de questions restent dans l'ombre, à commencer par l'éclaircissement des raisons qui ont justifié la venue en Martinique d'un escadron de gendarmes mobiles dès le 8 janvier. Deuxième question,
les raisons de l'emploi de ces personnels par le préfet et quels ordres leur avaient été donnés. Troisième question. La durée du vol de l'hélicoptère et le parcours emprunté. Quatrième question. Le nombre précis de tirs et leur direction. Tirs à terre et donc à l'horizontale, venant d'un peloton ou des deux pelotons de gendarmes mobiles. Tirs de haut en bas et dans ce cas, depuis l'hélicoptère qui survolait la zone. Par ailleurs, 3 des 4 blessés parmi les manifestants auraient été conduits à l'hôpital du Lorrain. Mais François Rosas, lui aussi blessé, aurait été conduit à la gendarmerie de la commune. Pourquoi et sous l'ordre de qui? Que s'est-il passé dans la dite gendarmerie? Les gendarmes du Lorrain avaient-ils, oui ou non, participé aux heurts avec les grévistes et à la fusillade qui s'en est suivie? Enfin, le corps de Renoir Ilmani a été autopsié. Par qui et que dit ce rapport? Quel rôle exact ont joué le ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer Bernard Stasi et le Premier ministre Pierre Mesmer, auquel Bernard Stasi avait succédé? Les documents qui permettraient de comprendre l'enchaînement des faits auraient été classés secret défense. Le délai durant lequel expire ce secret est de 50 ans. Pour Gérard Nouvet, comme pour Renoir Ilmani, comme pour les événements de février 1974, nous y sommes. La semaine prochaine, je terminerai cette série d'éditos consacrés à Chalvet. Je vous parlerai de l'enterrement de Renoir Ilmani, de ce qui est advenu du jeune Georges Marie-Louise, dont le cadavre a été retrouvé à l'embouchure de la Capote le samedi 17 février 1974, et j'essaierai de dresser un bilan de ce mouvement. Merci.